Sénèque, lettre à Lucilius. Lettre 1. Sur l'emploi du temps. Suis ton plan, cher Lucilius. Reprends possession de toi-même. Le temps, qui jusqu'ici t'était ravi, ou dérobé, ou que tu laissais perdre, recueille et ménage-le. Persuade-toi que la chose a lieu comme je te l'écris. Il est des heures qu'on nous enlève par force, d'autres par surprise, d'autres coulent de nos mains. Or, la plus honteuse perte est celle qui vient de négligence, et si tu y prends garde, la plus grande part de la vie se passe à mal faire, une grande à ne rien faire, le tout à faire autre chose que ce qu'on devrait. Montre-moi un homme qui mette au temps le moindre prix, qui sache ce que vaut un jour, qui comprenne que chaque jour il meurt en détail. Car c'est notre erreur de ne voir la mort que devant nous. En grande partie déjà, on l'a laissée derrière. Tout l'espace franchi est à elle. Persiste donc, ami, à faire ce que tu me mandes. Sois complètement maître de toutes tes heures. Tu dépendras moins de demain si tu t'assures bien d'aujourd'hui. Tandis qu'on l'ajourne, la vie passe. Cher Lucilius, tout le reste est d'emprunt. Le temps seul est notre bien. C'est la seule chose, fugitive et glissante, dont la nature nous livre la propriété. Il nous en dépossède qui veut. Mais telle est la folie humaine, le don le plus mince et le plus futile, dont la perte au moins se répare, on veut bien se croire obligé pour l'avoir obtenu. Et nul ne se juge redevable du temps qu'on lui donne, de ce seul trésor que la meilleure volonté ne peut rendre. Tu demanderas peut-être comment je fais, moi qui t'adresse ces beaux préceptes. Je l'avouerai franchement, je fais comme un homme de grand luxe, mais qui a de l'ordre. Je tiens note de ma dépense. Je ne puis me flatter de ne rien perdre, mais ce que je perds, et le pourquoi et le comment, je puis le dire, je puis rendre compte de ma gêne. Puis il m'arrive, comme à la plupart des gens ruinés sans que ce soit leur faute, chacun les excuse, personne ne les aide. Mais quoi? Je n'estime point pauvre l'homme qui, si peu qu'il lui demeure, est content. Pourtant j'aime mieux te voir veiller sur ton bien, et le moment est bon pour commencer. Comme l'ont en effet jugé nos pères, ménager le fond du vase, c'est s'y prendre tard. Car la partie qui reste la dernière est non seulement la moindre, mais la pire. Lettre 2. Des voyages et de la lecture. Ce que tu m'écris et ce que j'apprends me fait bien espérer de toi. Tu ne cours pas çà et là et ne te jettes pas dans l'agitation des déplacements. Cette mobilité est d'un esprit malade. Le premier signe, selon moi, d'une âme bien réglée est de se figer, de séjourner avec soi. Or, prends-y garde, la lecture d'une foule d'auteurs et d'ouvrages de tout genre pourrait tenir du caprice et de l'inconstance. Fais un choix d'écrivains pour t'y arrêter et te nourrir de leur génie, si tu veux y puiser des souvenirs qui te soient fidèles. C'est n'être nulle part que d'être partout. Ceux dont la vie se passe à voyager finissent par avoir des milliers d'hôtes et pas un ami. Même chose arrive nécessairement à qui néglige de lier commerce avec un auteur favori pour jeter en courant un coup d'œil rapide sur tous à la fois. La nourriture ne profite pas, ne s'assimile pas au corps si elle est rejetée aussitôt que prise. Rien n'entrave une guérison comme de changer sans cesse de remède. On n'arrive point à cicatriser une plaie où les appareils ne sont qu'essayés. On ne fortifie pas un arbuste par de fréquentes transplantations. Il n'est chose si utile qui puisse l'être en passant.
la multitude des livres dissipe l'esprit. Ainsi, ne pouvant lire tout ce que tu aurais, c'est assez d'avoir ce que tu peux lire. Mais j'aime à feuilleter tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est le fait d'un estomac affadi, de ne goûter qu'un peu de tout. Ces aliments divers et qui se combattent, l'encrassent, ils ne nourrissent point. Lis donc habituellement les livres les plus estimés, et si parfois tu en prends d'autres, comme distraction, par fantaisie, reviens vite au premier. Fais chaque jour provision de quelque arme contre la pauvreté, contre la mort, contre tous les autres fléaux. Et de plusieurs pages parcourues, choisis une pensée pour la bien digérer ce jour-là. C'est aussi ce que je fais. Dans la foule des choses que j'ai lues, je m'empare d'un trait unique. Voici mon butin d'aujourd'hui, c'est chez Épicure que je l'ai trouvé. Car j'ai coutume aussi de mettre le pied dans le camp ennemi, non comme transfuge, mais comme éclaireur. La belle chose, s'écrie-t-il, que le contentement dans la pauvreté. Mais il n'y a plus pauvreté s'il y a contentement. Ce n'est point d'avoir peu, c'est de désirer plus qu'on est pauvre. Qu'importe combien cet homme a dans ses coffres, combien dans ses greniers, ce qu'il engraisse de troupeaux, ce qu'il touche d'intérêt, s'il dévore en espoir le bien d'autrui, s'il suppute non ce qu'il a acquis, mais ce qu'il voudrait acquérir. Quelle est la mesure de la richesse, diras-tu? D'abord, le nécessaire, ensuite ce dont on se contente. Lettre 3. Du choix des amis. Tu as chargé de lettres pour moi à ce que tu m'écris, un de tes amis. Puis tu me préviens de ne pas lui communiquer tout ce qui te touche, attendu que toi-même n'es point dans l'habitude de le faire. Ainsi, dans la même lettre, tu le reconnais pour ami et tu le désavoues. Ainsi, ce mot par où tu débutes était une formule banale. Tu disais mon ami, comme on dit l'honorable homme de tout candidat possible, comme le passant dont le nom ne nous revient pas et salué par nous du titre de maître. Pour cela passe. Mais si tu tiens pour ami l'homme en qui tu n'as pas autant de foi qu'en toi-même, ton erreur est grave, et tu connais peu le grand caractère de la véritable amitié. Délibère surtout avec l'homme de ton choix, mais sur lui-même au moment de choisir. Ami, sois confiant. Avant d'être ami, sois juge. Or ils prennent au rebours et intervertissent leur devoir ceux qui, contrairement aux préceptes de Théophraste, n'examinent qu'après s'être attachés et se détachent après l'examen. Réfléchis longtemps sur l'adoption d'un ami. Une fois décidé, ouvre toute ton âme pour le recevoir, parle aussi hardiment devant lui qu'à toi-même. Vis en sorte que tu n'aies rien à t'avouer qui ne puisse l'être même à ton ennemi. Mais comme il survient de ces choses que l'usage est de tenir cachées, avec ton ami du moins, que tous tes soucis, toutes tes pensées soient en commun. Le juger discret sera l'obligé à l'être. Certaines gens ont enseigné à les tromper, en craignant qu'on ne les trompe pas, et donné par leurs soupçons le droit de les trahir. Et pourquoi donc des réticences devant un ami? Pourquoi près de lui ne me croirais-je pas seul? Ce qui ne doit se confier qu'à l'amitié, certains hommes le comptent à tout venant. Toute oreille leur est bonne pour y décharger le secret qui les brûle. D'autres, en revanche, redouteraient pour confidents jusqu'à ceux qu'ils chérissent le plus, et, s'ils se pouvaient, ne se fieraient pas à eux-mêmes. Ils refoulent au plus profond de leur âme leurs moindres secrets. Fuyons ces deux excès, car c'en est un de se livrer à tous, comme de ne se livrer à personne. Seulement le premier me paraît plus honorable, le second plus sûr. De même, il faut blâmer tout ensemble, et une mobilité toujours inquiète, et une continuelle inaction. L'amour du tracas n'est point de l'activité, c'est une fièvre, un vagabondage d'esprit.
Comme le repos n'est point cet état qui juge tout mouvement un supplice, il y a là énervement et marasme. Voici là-dessus ce que j'ai lu dans Pomponius, je le livre à tes réflexions. Il y a des gens qui se sont tellement réfugiés dans les ténèbres que tout leur paraît trouble grand jour. Il faut entremêler les deux choses. L'homme oisif doit aussi agir, et l'homme agissant se reposer. Consulte la nature, elle te dira qu'elle a créé le jour et la nuit. Lettre 4. Sur la crainte de la mort. Persévère dans ta voie, et hâte-toi de toutes tes forces pour jouir plus longtemps de l'heureuse réforme d'une âme rendue à la paix. C'est jouir déjà sans doute que de travailler à cette réforme et à cette paix. Mais bien autre est la volupté qu'on éprouve à contempler son âme pure de toute tâche et resplendissante. Il te souvient, n'est-ce pas, quelle joie tu ressentis lorsqu'ayant quitté la prétexte, tu pris la toge virile et fus mené en pompe au forum. Attends-toi à mieux pour le jour où, dépouillant toute marque de l'enfance morale, tu seras inscrit par la philosophie au rang des hommes. Nous ne sommes plus jeunes, mais chose plus triste, nos âmes le sont toujours. Et ce qui est pire, sous l'air imposant du vieil âge, nous gardons les défauts de la jeunesse, et non de la jeunesse seulement, mais de l'enfance même. La première s'effraie de peu, la seconde de ce qui n'est pas, nous, de l'un et de l'autre. Fais seulement un pas, et tu reconnaîtras qu'il est des choses d'autant moins à craindre qu'elles effraient davantage. Il n'est jamais grand, le mal qui termine tous les autres. La mort vient à toi, il faudrait la craindre si elle pouvait séjourner en toi. Nécessairement, ou elle n'arrive point, ou c'est un éclair qui passe. Il est difficile, dis-tu, d'amener notre âme au mépris de la vie. Et vois quel frivole motif inspire quelquefois ce mépris. Un amant court se pendre à la porte de sa maîtresse, un serviteur se précipite d'un toit pour ne plus entendre les reproches emportés d'un maître. Un esclave fugitif, de peur d'être ramené, se plonge un glaive dans le sein. Douteras-tu que le vrai courage ne fasse que fait l'excès de la peur? Nul ne saurait vivre en sécurité s'il songe trop à vivre longtemps, s'il compte parmi les grandes félicités de voir une nombreuse série de consuls. Que tes méditations journalières tendent à quitter sans regret cette vie que tant d'hommes embrassent et saisissent, comme le malheureux qu'entraîne un torrent, s'accroche aux ronces et aux pointes des rochers. La plupart flottent misérablement entre les terreurs de la mort et les tourments de l'existence. Ils ne veulent plus vivre et ne savent point mourir. Veux-tu que la vie te soit douce? Ne sois plus inquiet de la voir finir. La possession ne plaît qu'autant qu'on s'est préparé d'avance à la perte. Or, quelle perte plus facile à souffrir que celle qui ne se regrette point. Exhorte donc, endurcis ton âme contre tous les accidents, possibles même chez les maîtres du monde. L'arrêt de mort de Pompée fut porté par un roi pupille et par un eunuque, celui de Crassus par l'insolente cruauté d'un Parthe. Caligula commande, et Lépidus présente la tête au glaive du tribun Dexter. Lui-même tendra la sienne à Chéréas. Jamais la fortune n'élève un homme tellement haut qu'elle ne le menace d'autant de maux qu'elle l'a mis à portée d'enfer. Défie-toi du calme présent. Un instant bouleverse la mer, le même jour, la même où il se jouait, les vaisseaux s'engloutissent. Songe qu'un brigand, qu'un ennemi te peut mettre l'épée sur la gorge, qu'à défaut des puissants de la terre, le dernier esclave a sur toi le droit de vie et de mort. En effet, qui méprise sa vie est maître de la tienne. Parcours la liste de ceux qui périrent par embûche domestique, par force ouverte ou trahison. Tu verras que la colère des esclaves n'a pas fait moins de victimes que celle des rois. Que t'importe, ô homme, le plus ou le moins de puissance de celui que tu crains, quand le mal que tu crains, tout autre le peut faire. Mais si le hasard te jette aux mains de tes ennemis,
le vainqueur te fera conduire, et certes où tu vas. Pourquoi t'abuser toi-même et reconnaître seulement ici la fatalité que tu subis depuis longtemps? Entends-moi bien, du jour où tu es né, c'est à la mort que tu marches. Voilà quelle sorte de pensée il faut rouler dans son esprit, si l'on veut attendre en paix cette heure dernière dont la frayeur trouble toutes les autres. Mais pour terminer ma lettre, écoute la maxime qui m'a plu aujourd'hui, encore une fleur dérobée au jardin d'autrui. C'est une grande fortune que la pauvreté réglée sur la loi de la nature. Or, cette loi, sais-tu à quoi elle borne nos besoins? À ne point pâtir de la faim, de la soif, du froid. Pour chasser la faim et la soif, il n'est pas nécessaire d'assiéger un seuil orgueilleux, ni d'endurer un écrasant dédain, ou une politesse insultante. Il n'est pas nécessaire de s'aventurer sur les mers, ni de suivre les camps. Aisément on se procure ce que la nature réclame, la chose est à notre portée. C'est pour le superflu que l'on sue, c'est le superflu qui nous use sous la toge, qui nous condamne à vieillir sous la tente, qui nous envoie échouer aux côtes étrangères. Et l'on a sous la main ce qui suffit, qui s'accommode de sa pauvreté, est riche. Lettre 5. De la philosophie d'ostentation et de la vraie philosophie. La crainte et l'espérance. Opiniâtrement livré à l'étude et laissant tout le reste, tu ne travailles qu'à te rendre chaque jour meilleur. Je t'en approuve, et je m'en réjouis. Je ne t'exhorte pas à persévérer, je fais plus. Je t'en prie. Mais écoute un avis. N'imite point ces hommes, moins curieux de faire des progrès que du bruit. Que rien dans ton extérieur ou ton genre de vie n'appelle sur toi les yeux. Étaler une mine repoussante, une chevelure en désordre, une barbe négligée, déclarer la guerre à l'argenterie, établir son lit sur la dure, courir enfin après un nom par les voies les moins naturelles, fuis tout cela. Ce titre de philosophe, si modestement qu'on le porte, est bien assez impopulaire. Que sera-ce si nos habitudes nous retranchent tout d'abord du reste des hommes? Je veux au-dedans dissemblance complète. Au dehors, soyons comme tout le monde. Point de toge brillante, ni sordide non plus. Sans posséder d'argenterie où l'or massif serpente en ciselure, ne croyons pas que ce soit preuve de frugalité que de n'avoir ni or ni argent chez soi. Ayons des façons d'être meilleures que celles de la foule, mais non pas tout autre. Sinon, nous allons faire fuir et nous aliéner ce que nous prétendons réformer. Nous serons cause, en outre, que nos partisans ne voudront nous imiter en rien, de peur d'avoir à nous imiter en tout. La philosophie a pour principe et pour drapeau le sens commun, l'amour de nos semblables. Nous démentirions cette devise si nous faisions divorce avec les humains. Prenons garde, en cherchant l'admiration, de tomber dans le ridicule et l'odieux. N'est-il pas vrai que notre but est de vivre selon la nature? Or, il est contre la nature de s'imposer des tortures physiques, d'avoir horreur de la plus simple toilette, d'affectionner la malpropreté et d'aimer non seulement grossier, mais qui répugne au goût et à la vue. De même que rechercher les délicatesses de la table s'appelle sensualité, fuir des jouissances tout ordinaires et peu coûteuses est de la folie. La philosophie veut qu'on soit tempérant, non bourreau de soi-même, et la tempérance n'exclut pas un certain après. Voici où j'aime que l'on s'arrête. Je voudrais un milieu entre la vertu parfaite et les murs du siècle, et que chacun, tout en nous voyant plus haut que soi, se reconnût en nous. Qu'est-ce à dire? Ferons-nous donc comme tous les autres, point de différence de nous au vulgaire? Il y en aura certes une grande, et qui nous examinera de près la sentira bien. Si l'on entre chez nous, que l'admiration soit plutôt pour le maître que pour les meubles. Il y a de la grandeur à se servir d'argile comme on se servirait d'argenterie. Il n'y en a pas moins à se servir d'argenterie comme si c'était de l'argile. C'est faiblesse d'âme de ne pouvoir supporter les richesses.
Mais pour te faire participer encore à la petite aubaine de ce jour, j'ai lu chez Hécaton, l'un des nôtres, que la mort des désirs profite aussi comme remède de la peur. Tu cesseras de craindre, dit-il, si tu as cessé d'espérer. Tu demandes comment deux choses si opposées peuvent aller ensemble ? Eh bien oui, cher Lucilius, en apparence divisées, elles sont étroitement unies. Tout comme la même chaîne attache le soldat à son prisonnier, ainsi ces affections si dissemblables marchent de compagnie. Après l'espérance, la crainte. Je ne m'étonne pas qu'il en aille ainsi. Toutes deux sont filles de l'incertitude, toutes deux en attente, en souci de ce qui adviendra. Mais ce qui surtout les fait naître, c'est qu'on ne s'arrange pas du présent, c'est qu'on lance bien au loin ses pensées dans l'avenir. Ainsi la prévoyance, l'un de nos plus grands biens sur cette terre, s'est tourné en mal. L'animal voit le danger et le fuit, le danger s'éloigne, sa sécurité renaît. Nous, l'avenir nous torture en même temps que le passé. Que de choses salutaires à l'homme sont pour l'homme des poisons. Sa mémoire lui ramène les angoisses de la peur, sa prévoyance les anticipe. Nul n'a assez des misères du présent.